Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette nouvelle conférence. Alors, comme vous le savez, il y a différentes sections de RD. RD Conseil, vous êtes ici à RD Conseil, et RD Commission. Et toutes ces sections organisent différentes conférences au profit de tout le personnel. Je vais vous citer quelques sujets qui ont déjà été traités durant ces conférences. Alors, il y avait une conférence qui s'était donnée en juin qui portait sur la nouvelle loi du bail à Bruxelles, suivie d'une autre conférence qui portait sur ce qu'il faut savoir sur l'achat et la vente d'une maison, d'un bien immobilier en Belgique. Une conférence qui avait été donnée en octobre. Alors, ces deux conférences, elles avaient été présentées par nos conférenciers qui étaient maître Frédéric Couvreur et maître Arnaud Pins. Aussi, un point important, c'est que nous avons l'intention, RD a l'intention d'organiser des tables rondes sur ces deux sujets qui ont été d'une importance, qui ont intéressé énormément parmi nos collègues. Alors, autre conférence qui a eu lieu en octobre, le sujet était les cohabitants légaux mais pas mariés. Cette conférence était donnée par maître Thierry Bonting et maître Anaïs Guillaume. Je vous rappelle que toutes ces conférences ont des présentations sur PowerPoint ou parfois filmées en vidéo. Ces vidéos et ces PowerPoint seront diffusées à travers toutes nos sections RD, que ce soit la commission, conseil ou autre, et de là dispatcher vers les collègues qui sont intéressés par ces thèmes. Les prochains sujets de nos conférences, ce seront le 6 décembre, journée importante pour les enfants, oui, mais aussi pour nous, puisque c'est une conférence qui portera sur l'héritage. Elle concernera l'héritage, concernant la nouvelle loi, et on inclura aussi l'aspect des familles recomposées, conférence qui sera donnée par maître Arnaud Gillard. Puis une dernière conférence, elle aura lieu en janvier-février 2019, la date n'est pas encore fixée. Une conférence importante puisqu'elle portera sur le divorce et la garde partagée. Elle sera aussi donnée par maître Arnaud Gillard. Alors, point important, c'est le 15 novembre, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine. Nous organiserons des portes ouvertes et RD Conseil viendra présenter ses nouveaux courtiers en assurance et prêt. Les courtiers qui vous feront part de leur expertise et vous conseilleront sur tous les domaines de l'assurance. Bon, un domaine de l'assurance qui nous intéresse plus particulièrement à nous, c'est l'assurance complémentaire santé ou l'assurance hospitalisation. Mais ils vous présenteront aussi l'assurance protection juridique et d'autres aspects de l'assurance, que ce soit auto, incendie. Je note aussi qu'ils présenteront aussi un petit produit épargne qui est intéressant et aussi un volet prêt hypothécaire pour tous ceux de nos collègues qui désirent acheter un bien immobilier. Il y a aussi eu un débat cette année qui a été organisé par RD Commission et c'était un débat qui était organisé sur le point de vue de la presse sur la commission de la dernière chance. Alors aujourd'hui, 8 novembre, conférence qui portera sur la fiscalité immobilière indirecte. Alors différents thèmes, l'achat d'un bien immobilier, quelle est la charge fiscale, TVA au droit d'enregistrement, quel est le taux. Toutes ces questions qui nous concernent énormément pour tous ceux qui veulent acquérir un bien immobilier. Alors je vais vous présenter notre conférencier aujourd'hui qui s'appelle maître Yael Spiegel, la voici, qui va nous présenter tous ces thèmes et je vous passe la parole, maître. Merci. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui de la question de la fiscalité qui va s'appliquer lorsque vous achetez, vous détenez ou vous revendez un bien immobilier. Alors c'est vrai que le thème de la conférence était la fiscalité indirecte, mais puisqu'on parlait dans l'absolu de la fiscalité qui va s'appliquer lorsqu'on achète un bien immobilier, je vais quand même un petit peu parler de fiscalité directe, en particulier la question de savoir ce qui va se passer au moment de la revente, de savoir si la plus-value potentielle que vous feriez sur la revente d'un bien immobilier pourrait ou non être taxable donc, en matière de fiscalité directe en Belgique. Donc, on va faire ça par étapes. Qu'est-ce qui se passe à l'acquisition? Qu'est-ce qui se passe pendant la période de détention? Et qu'est-ce qui se passe au moment de la revente? Alors, en Belgique, lorsqu'on achète un bien immeuble, on paye des taxes. On paye soit des droits d'enregistrement, soit de la TVA. La règle générale, c'est qu'en principe, on paye des droits d'enregistrement. En fonction de la région dans laquelle se trouve l'immeuble, les droits d'enregistrement peuvent être différents.
Le taux va être différent, mais également les abattements, c'est-à-dire les réductions de droits d'enregistrement auxquels on a droit, varient en fonction de la région dans laquelle se trouve l'immeuble. Donc j'ai dit la règle générale, c'est les droits d'enregistrement. Exception, dans certains cas, on va payer de la TVA sur l'acquisition d'un bien immobilier. On va voir dans quel cas exactement. Et enfin, on va discuter de savoir, en qualité de fonctionnaire européen, vu les règlements et les conventions qui s'appliquent, et en particulier le protocole sur les privilèges et immunités, est-ce que votre statut de fonctionnaire européen a un impact sur la fiscalité qui va s'appliquer à l'acquisition d'un bien immobilier? Les droits d'enregistrement. Donc, à Bruxelles, lorsque vous achetez un bien immeuble à Bruxelles, en principe, le taux ordinaire est de 12,5% de droits d'enregistrement. Ce taux s'applique normalement sur le prix d'acquisition de l'immeuble, le prix que vous avez convenu avec le vendeur, sauf si ce prix est inférieur à ce qu'on appelle la valeur vénale de l'immeuble, c'est-à-dire la valeur de marché de l'immeuble. Alors, comment est-ce qu'on détermine la valeur vénale d'un immeuble? Eh bien, en principe, on fait venir un expert immobilier pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble. Si on sent que le prix demandé pour acheter l'immeuble est tout à fait sous-évalué, dans ce cas-là, il est intéressant de faire venir un expert immobilier pour expertiser la valeur vénale, pas pour payer l'immeuble plus cher, mais pour appliquer les droits d'enregistrement sur une valeur correcte. Pourquoi? Parce que si l'administration vient plus tard contester le montant dont vous aurez tenu compte pour appliquer les droits d'enregistrement, mais non seulement elle demandera des droits complémentaires, mais en plus, à ce moment-là, elle peut imposer une amende et des intérêts sur le prix. Et donc, si vraiment le prix d'acquisition est sous-évalué pour une raison ou une autre, parce que parfois, soit on fait une très très bonne affaire, soit on achète à des conditions très 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 intéressantes parce qu'on connaît le vendeur, toute une série de raisons, il est intéressant de quand même faire évaluer l'immeuble, d'appliquer pour les droits d'enregistrement la valeur vénale pour quelque part se prémunir de toute action future de l'administration de l'enregistrement. Si le prix d'acquisition est surévalué, que vous payez l'immeuble trop cher, dans ce cas-là, ce n'est pas la valeur vénale qui va s'appliquer, c'est bien le prix d'acquisition. Donc, la règle, prix d'acquisition, sauf s'il est inférieur à la valeur vénale. On connaît à Bruxelles des abattements. En fait, ce sont de nouveaux abattements qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2017. On a deux types d'abattements depuis lors. Avant ça, c'était des abattements un petit peu différents. Un premier abattement qui s'applique sur l'acquisition de terrains à bâtir, donc des terrains sur lesquels il n'y a pas de construction, il n'y a pas non plus de projet de construction, vous n'achetez pas sur plan, vous achetez simplement un terrain. Dans ce cas-là, il n'y a pas de droit d'enregistrement, donc il n'y a pas les 12,5% sur les premiers 87 500 €. Donc la première tranche du prix ne sera pas soumise au droit d'enregistrement, pour autant que la valeur totale du terrain, c'est-à-dire le prix d'acquisition ou s'il est inférieur, la valeur vénale, ne dépasse pas 250 000 €. Alors, c'est très restrictif parce que je vous mets au défi de trouver à Bruxelles un terrain à bâtir. Déjà, ça c'est un premier défi, mais en plus un terrain à bâtir dont la valeur d'acquisition serait inférieure à 250 000 €, pardon. Voilà, je n'en ai pas vu beaucoup passer dans le courant de ma carrière et je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Par contre, l'autre abattement qui est beaucoup plus intéressant, en tout cas qui va s'appliquer de manière beaucoup plus fréquente, c'est l'abattement sur ce que l'on appelle la résidence principale. Il n'y aura pas de droit d'enregistrement sur les premiers 175 000 €, c'est-à-dire un gain d'impôt, un gain net d'impôt de 21 875 €, donc 12,5% de 175 000 €, si le prix total est inférieur à 500 000 €. Donc on voit depuis lors beaucoup de diminution de prix des maisons qu'on voulait vendre à 515, 520 000 €, qu'on passe à 499 000 €. Comme ça permet à l'acquéreur d'avoir effectivement un abattement assez important. Ce qui est important de noter, c'est que tant pour les terrains à bâtir que pour la résidence principale, si vous dépassez le plafond, donc soit de 250 000 €, soit de 500 000 €, il n'y a pas d'abattement du tout.
Donc c'est tout ou rien. On n'applique pas l'abattement sur les premiers 500 000 € si le prix est plus élevé, non, c'est tout ou rien. On est en dessous de 500 000 €, on a l'abattement, on est au-dessus, c'est zéro. Alors, il y a certaines conditions à respecter pour obtenir cet abattement. D'abord, l'acquisition doit être faite par une ou plusieurs personnes physiques. Il n'est pas question d'acheter en société. Il faut acquérir la pleine propriété d'un immeuble qui sera destiné en tout ou en partie à l'habitation. Et non seulement à l'habitation, mais en plus à la résidence principale de l'acquéreur ou des acquéreurs. Alors, il faut acquérir en pleine propriété, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'acheter simplement l'usufruit ou simplement la nue propriété. Par contre, si on est deux acquéreurs et que l'un achète l'usufruit et l'autre la nue propriété, donc en même temps, l'abattement va pouvoir s'appliquer pour autant que ce soit évidemment l'usufruit et la nue propriété du même bâtiment, donc on a la pleine propriété reconstituée dans le chef des deux acquéreurs et que ces deux acquéreurs établissent ensuite leur résidence principale dans l'immeuble. Donc ça ne marche pas pour un démembrement entre des parents et des enfants, par exemple. Mais par contre, ça marche si on a deux conjoints qui achètent de manière séparée. Alors, cet abattement de 175 000 € sur les immeubles de moins de 500 000 € s'applique également en cas d'acquisition d'un bien en construction ou en cas d'acquisition sur plan. Ce qu'on appelle en Belgique les acquisitions en loi Brenne. Vous achetez un immeuble qui n'est pas encore terminé ou vous achetez un immeuble sur plan, l'abattement s'applique également. On ne va pas considérer dans ce cas-là que c'est un terrain à bâtir parce que ce que vous achetez, c'est le terrain plus le futur immeuble. Donc on va considérer que vous achetez une habitation principale et donc vous pouvez bénéficier de l'abattement de 175 000 €. Par contre, si vous achetez simplement le terrain et que vous avez vous-même l'intention d'y construire ensuite quelque chose, là, on est dans un terrain à bâtir, c'est l'abattement sur les premiers 87 500 €. La condition liée à l'établissement de la résidence principale dans le bien. Si j'achète un immeuble bâti, donc une maison, un appartement, dans ce cas-là, la condition, c'est d'établir sa résidence principale dans le bien dans les 2 ans de l'acquisition. Si on est sur l'acquisition d'un terrain à bâtir, d'un immeuble en construction ou sur plan, dans ce cas-là, il faut établir sa résidence principale dedans dans les 3 ans de l'acquisition, de la date d'enregistrement de l'acte, mais donc en gros de la date d'acquisition. Donc il faut se dépêcher de construire. Si les conditions liées à l'abattement ne sont pas respectées alors que l'abattement a été demandé lors de l'acquisition, il faut rembourser les droits, le différentiel de droits dont on a bénéficié, et on a une application de sanctions qui sont variables en fonction de savoir si vous êtes de bonne ou de mauvaise foi. Alors, pour pouvoir obtenir l'abattement, on ne peut pas déjà être propriétaire, on ne peut pas déjà être plein propriétaire d'un autre immeuble, qu'il se trouve à Bruxelles, en Flandre, en Wallonie, en France ou aux États-Unis, partout dans le monde. On ne peut pas être déjà plein propriétaire d'un autre immeuble. Si on est déjà plein propriétaire d'un autre immeuble, en principe, on ne peut pas bénéficier de l'abattement, ni sur terrain à bâtir, ni sur l'immeuble d'habitation. Alors, ça s'applique également si les acquéreurs possèdent ensemble la pleine propriété d'un autre immeuble ou d'un autre terrain. Donc, par exemple, l'un l'usufruit et l'autre la nue propriété, mais pas si l'acquéreur possède, donc j'achète seul une maison à Bruxelles pour y habiter, et je suis également nue propriétaire ou usufruitière, peu importe, d'une maison de famille en France. Je vais pouvoir bénéficier de l'abattement parce que je ne suis pas plein propriétaire et que je n'ai pas d'autres acquéreurs avec moi, mais s'il y en avait d'autres, si eux ne possèdent pas les droits résiduaires sur un autre immeuble en même temps que moi, qu'ensemble on n'a pas la pleine propriété d'un autre immeuble, eh bien on peut bénéficier de l'abattement. Donc autre exemple, j'achète avec mon mari, on achète la pleine propriété d'un immeuble à Bruxelles. Moi, je suis nu propriétaire d'un immeuble en France et lui est nu propriétaire d'un immeuble à la mer.
on va pouvoir bénéficier de l'abattement sur l'acquisition à Bruxelles. Par contre, si on achète ensemble à Bruxelles, que lui est nu propriétaire d'un immeuble en France et que moi je suis usufruitière de ce même immeuble en France, on n'aura pas l'abattement. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on a la pleine propriété d'un autre immeuble. Alors, si je suis propriétaire d'un autre immeuble au moment où j'achète, ça arrive parfois, on vit dans un appartement, ma famille et moi on vit dans un appartement, on décide de déménager pour une maison, mais au moment où on achète la maison, on n'a pas encore réussi à vendre l'appartement. Dans ce cas-là, je n'ai pas l'abattement en principe au moment de l'acquisition de ma maison puisque je suis déjà propriétaire d'un autre immeuble. Mais par contre, je vais pouvoir bénéficier d'une restitution des droits d'enregistrement liés à l'abattement si dans les 2 ans, je peux démontrer que je ne suis plus propriétaire d'un autre immeuble. Donc si je revends l'appartement dans les 2 ans, je vais pouvoir demander de me faire restituer les droits d'enregistrement sur la maison. Alors, j'ai bénéficié de l'abattement au moment de l'acquisition de mon immeuble à Bruxelles. Comment faire pour conserver le bénéfice de l'abattement? Eh bien, pour le conserver, je vais devoir maintenir ma résidence principale dans l'immeuble acquis. Donc, je vous rappelle, j'ai 2 ans pour faire de l'immeuble ma résidence principale, 3 ans quand j'achète soit en construction, soit sur plan, soit un terrain à bâtir. Eh bien, une fois que je mets ma résidence principale dans l'immeuble, je vais devoir la maintenir dans cet immeuble pendant 5 ans minimum, de manière ininterrompue. Seule exception, la force majeure. À Bruxelles, l'administration de l'enregistrement est assez stricte dans la manière dont elle apprécie la question de la force majeure. J'ai pu l'obtenir, par exemple, pour un déménagement à l'étranger pour des raisons professionnelles. Mais je n'ai pas pu l'obtenir pour une famille qui avait acheté un appartement et qui avait déjà un enfant, ont mis un 2e en route et en fait il y en a eu 2 d'un coup, donc 3. L'appartement devenait trop petit, clairement, et ils ont déménagé et ils ont en plus quitté la région bruxelloise. Et bien dans ce cas-là, l'administration de l'enregistrement, par exemple, a refusé de retenir la force majeure. Donc, elle est assez stricte dans les critères qu'elle applique. Ce sera du cas par cas, évidemment. Alors, donc ça c'est pour la région de Bruxelles-Capitale. Vous décidez que vous ne voulez pas acheter à Bruxelles, vous préférez vous éloigner un petit peu, vous voulez acheter en Wallonie. Le taux ordinaire en Wallonie, c'est 12,5% de droits d'enregistrement. Le principe est le même par rapport à la question de la valeur conventionnelle avec un minimum de la valeur vénale. Par contre, en Wallonie, ils sont moins généreux. Donc, l'abattement sur la résidence principale, c'est un abattement de 20 000 €. C'est-à-dire pas de droit d'enregistrement sur les premiers 20 000 €. Et donc, ça nous fait un gain de 2 500 € de droit d'enregistrement. Notez qu'ils sont moins généreux, mais ils ont fait un effort parce que, je vous dis que le taux ordinaire en Wallonie est de 12,5%. Jusqu'il y a quelques mois, le taux ordinaire était de 12,5% pour les 2 premiers biens que vous achetiez. Et puis si vous étiez déjà propriétaire de 2 biens, si vous achetiez votre 3e bien, ou 4e bien, ou 5e bien d'ailleurs, en Wallonie, on n'était plus à 12,5%, on était à 15% de droit d'enregistrement. Ça a été supprimé. Sont revenus à 12,5%, mais donc pour ce qui concerne l'abattement, ils sont moins compétitifs que Bruxelles. Les conditions sont sensiblement les mêmes en Wallonie qu'à Bruxelles pour obtenir l'abattement. Il faut donc que ce soit une ou plusieurs personnes physiques qui achètent, pas de société. La totalité en pleine propriété d'un immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation, en vue d'y établir sa résidence principale. La question de... Donc, ça peut être une habitation existante ou une acquisition sur plan. Et pour un terrain à bâtir ou un terrain qui n'est pas encore affecté à l'habitation, mais qui sera soit transformé en habitation par son acquéreur, soit ce qui est dessus sera démoli et reconstruit en habitation par l'acquéreur, on a également cet abattement donc, qui est sur les 20 000 premiers euros, c'est-à-dire 2 500 € de gain fiscal. Alors,
Les délais varient un tout petit peu en Wallonie, dans le sens où pour un immeuble bâti, là on a 3 ans pour y établir sa résidence principale, et pour un terrain à bâtir, immeuble en construction ou acquisition sur plan, on a 5 ans pour établir sa résidence principale. Et pour conserver le bénéfice de l'abattement, là ils sont un peu plus généreux, on doit avoir sa résidence principale de façon ininterrompue dans l'habitation que pendant 3 ans. Mêmes exclusions. Donc, si on est déjà propriétaire d'un autre bien en Belgique ou à l'étranger, on n'aura pas l'abattement avec le même principe de pleine propriété. Donc, si on est 2 acquéreurs, il faut qu'on ne soit pas ensemble plein propriétaire d'un autre immeuble. La Wallonie connaît un taux réduit qui est un nouveau taux réduit, et c'est pour ça que je le précise ici, de 6% pour les ventes en viager. Donc la vente en viager, c'est une acquisition par laquelle vous payez immédiatement un petit montant qu'on appelle le bouquet au vendeur, et puis vous lui payez tous les mois ce qu'on appelle une rente viagère qui s'éteint au moment de son décès, et ce jour-là, vous retrouvez la pleine possession de l'immeuble que vous avez acquis. C'est donc un pari que l'on fait sur la durée de vie du vendeur. Les ventes en viager sont passées à 6% de droits, donc les droits d'enregistrement en Wallonie. Il faut que l'immeuble ait été la résidence principale du vendeur depuis au moins 5 ans pour qu'on parle de vente en viager au sens de la législation fiscale wallonne. La Flandre maintenant. Alors, il est absolument clair que la région la plus compétitive au niveau des droits d'enregistrement sur l'acquisition d'un bien immeuble, c'est la région flamande. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Le taux ordinaire à la base des droits d'enregistrement est de 10%, au lieu des 12,5% qu'on connaît à Bruxelles et en Wallonie. Même règle de base d'imposition. Par contre, la Flandre ne donne pas des abattements, mais connaît des taux réduits en cas d'acquisition de bâtiments destinés à l'habitation. On passe à 6 ou à 7% en fonction des circonstances. Dans la plupart des cas, on sera à 7% pour l'acquisition de l'immeuble d'habitation. Donc, je recommence dans les conditions qui sont de nouveau sensiblement les mêmes, personne physique, la pleine propriété, en vue d'y établir la résidence principale des acquéreurs. Condition pour obtenir l'abattement, il faut y mettre sa résidence principale dans les 2 ans de la date d'acquisition. Par contre, il n'y a pas de condition de maintien pour conserver le bénéfice de l'abattement. Alors, il faut faire attention évidemment à ce qu'on appelle la pratique abusive ou l'abus de droit en matière fiscale. Donc, il ne faut pas mettre sa résidence principale et puis changer sa résidence principale le jour suivant, parce que là, on va avoir une disposition fiscale qui dit que quand on fait des actes quand on passe une série d'actes simplement pour bénéficier d'un avantage fiscal, et certainement quand il n'y a pas quand il n'y a pas de substance à ce que l'on fait, eh bien, l'avantage fiscal peut être simplement retiré. Donc, il va falloir avoir sa résidence principale, son habitation dans l'immeuble acquis pendant une certaine durée. Le nouveau taux de 7% le taux de 7% est tout à fait nouveau puisqu'il s'applique depuis le 1er juillet 2018, donc c'est vraiment très récent. Je suppose qu'on va avoir bientôt des commentaires de l'administration fiscale flamande et peut-être des décisions du VLABEL, qui est donc le service des décisions anticipées flamand, qui vont circonscrire la question de la durée pendant laquelle il faut avoir son habitation dans l'immeuble acquis, pour qu'on ne considère pas que vous avez simplement voulu bénéficier d'un avantage fiscal et que vous avez un peu joué avec les conditions mises par la loi. Mais donc, a priori, il n'y a pas de durée prévue par la loi. Donc, exclusion, si les acquéreurs sont déjà pleins propriétaires d'un autre immeuble d'habitation, ça, c'est plus ou moins la même chose que dans les autres régions. La Flandre précise que cette condition s'applique quel que soit le mode d'acquisition du bien, donc y compris si on a acquis le bien par héritage. Alors je ne l'ai pas précisé, mais les régions wallonnes et la région bruxelloise
exclut les acquisitions par héritage. Donc quand vous êtes propriétaire d'un bien parce que vous l'avez acquis par héritage, il ne va pas compter comme immeuble dont vous êtes plein propriétaire, comme exclusion pour obtenir l'abattement. Donc par contre en Flandre, là c'est bien précisé, peu importe le mode d'acquisition, si vous avez une autre propriété, vous ne pouvez pas bénéficier du taux de 7%. Le taux de 7% s'apprécie de manière individuelle pour chacun des acquéreurs. Donc on pourrait avoir un acquéreur qui n'en bénéficie pas sur sa partie parce qu'il a un autre immeuble dont il est propriétaire, alors que son futur copropriétaire qui acquiert avec lui n'est pas propriétaire d'un autre immeuble et donc bénéficie du taux de 7%. Si on s'engage à revendre l'autre immeuble dont on est propriétaire dans l'année, dans ce cas-là, on peut bénéficier immédiatement du taux de 7%, ou bien on peut payer le taux de 10%, et puis si on revend dans l'année, demander une restitution des droits d'enregistrement pour obtenir le taux de 7%. La demande de restitution, on peut la faire pendant 5 ans. Donc il faut revendre dans l'année, mais si on a revendu dans l'année, pendant 5 ans, on peut aller au bureau d'enregistrement et dire « en fait, j'avais droit au taux de 7%. » Le taux de 6% maintenant. Bien, le taux de 6%, les conditions sont les mêmes que pour le taux de 7%, mais s'ajoutent certaines conditions. Donc, il faut s'engager dans l'acte d'acquisition à effectuer une rénovation énergétique radicale. Alors, je ne vous ai pas mis les détails de ce que la Flandre considère comme une rénovation énergétique radicale, mais donc il y a toute une série de conditions, de travaux et de conditions à respecter. Qui vous permettront d'obtenir un certificat de performance énergétique qui confirmera que vous avez fait les travaux nécessaires pour que la maison soit tout à fait optimale au niveau énergétique. Donc si vous voulez plus d'informations à ce niveau-là, je peux en envoyer, mais les conditions sont assez longues. C'est vraiment pour des acquisitions dans lesquelles la maison est assez ancienne et de toute manière, vous allez rénover, isoler, refaire le toit. Et bien dans ce cas-là, ça vaut la peine de regarder parce que si vous pouvez vous conformer aux conditions mises par la législation flamande pour que votre habitation puisse bénéficier de ce certificat de performance énergétique, et bien dans ce cas-là, vous pouvez demander le taux de 6%. Important, il faut effectuer les travaux dans les 5 ans à dater de l'acquisition. Dans ce cas-là, donc la condition de mettre sa résidence principale dans l'habitation doit être remplie dans les 5 ans de la date d'acquisition. Ça, c'est pour les droits d'enregistrement. Donc, 12,5% à Bruxelles, 12,5% en Wallonie, 10% en Flandre, à Bruxelles un abattement assez important, en Wallonie un abattement un petit peu moins important, et en Flandre la possibilité de bénéficier d'un taux réduit. Donc les avantages fiscaux à l'acquisition sont essentiellement liés à des acquisitions d'un immeuble dans lequel vous allez mettre votre résidence, votre habitation, et à une acquisition en pleine propriété. Les avantages fiscaux ne s'appliquent généralement pas quand vous allez acquérir dans le cadre d'un investissement, donc soit parce que vous voulez louer l'immeuble, soit parce que vous voulez éventuellement acquérir avec vos enfants dans le cadre d'une planification patrimoniale. Ça s'applique pour l'immeuble que vous allez acquérir pour y habiter. Et donc je vous le disais, la règle générale, c'est application des droits d'enregistrement sur l'acquisition. Sauf que dans certains cas, et vous l'avez probablement vu si vous êtes à la recherche d'un immeuble, eh bien le vendeur vous propose ou vous indique qu'il va ou qu'il devra appliquer de la TVA sur la vente de son immeuble. L'application de la TVA est dans certains cas obligatoire pour le vendeur, pour l'acquéreur, et dans certains cas, elle est optionnelle. Elle est obligatoire lorsque la vente est effectuée par ce que l'on appelle un constructeur professionnel, c'est-à-dire en gros un promoteur immobilier, quelqu'un qui a l'habitude d'acheter et de revendre des immeubles qu'il aura totalement rénovés ou qu'il aura fait construire. Première condition. Et deuxième condition, elles sont cumulatives, il faut que les deux conditions soient remplies, le constructeur professionnel et il faut que l'immeuble soit neuf au sens de la TVA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble neuf au sens de la TVA?
Un immeuble neuf au sens de la TVA, c'est soit un immeuble qui vient d'être construit, là pas de souci, il n'y avait rien sur le terrain, on a fait construire un immeuble, ou bien il y avait un immeuble sur le terrain, on a démoli l'immeuble et on a construit un nouvel immeuble. Clairement, l'immeuble est neuf au sens de la TVA. Soit un immeuble qui a été radicalement transformé et rénové. Alors, qu'est-ce que c'est que la transformation radicale, la modification radicale? Eh bien, c'est un immeuble soit dont on a complètement modifié la nature, la structure ou la destination. Donc, alors, c'est une notion qui fait l'objet de beaucoup de débats en doctrine et en jurisprudence, mais je sais pas, un très très vieux parking que vous décidez de complètement retaper en logement, vous y ajoutez 2 étages et vous en faites un bâtiment qui répond à toutes les nouvelles normes en matière d'urbanisme, de performance énergétique et de sécurité, deviendra un immeuble neuf. Vous en avez modifié radicalement la nature, la structure et la destination. Évidemment, comme ce n'est pas toujours évident, parce que là je vous donne un exemple qui est catégorique, mais comme ce n'est pas toujours si évident à déterminer, l'administration fiscale a fixé une barrière et on part du principe que lorsque la personne qui a rénové l'immeuble a investi au moins 60% dans des travaux, au moins 60% de la valeur vénale de l'immeuble après travaux, donc si le coût des travaux de rénovation atteint 60%, on va dire, de la valeur vénale, mais donc probablement du prix de vente, dans ce cas-là, l'immeuble sera neuf au sens de la TVA. Et dans ce cas-là, et je vais vous passer tous les débats en doctrine, mais il est assez probable dans ce cas-là que le vendeur vous dise « mais écoutez, l'immeuble, je dois vous le vendre en appliquant 21% de TVA ». Il n'aura pas beaucoup de choix. Et donc, vous allez payer la TVA sur l'immeuble. Alors, qu'est-ce que ça implique pour le vendeur? Et c'est important à savoir en tant qu'acquéreur. Si le vendeur vous vend l'immeuble en appliquant 21% de TVA, lui, il va pouvoir récupérer sur l'ensemble de ses frais de rénovation ou de construction de l'immeuble la TVA payée au moment de la construction ou de la rénovation. Et donc, en principe, si on compare la personne qui vend avec TVA et si on compare la personne qui vend avec droit d'enregistrement, alors oui, vous acquérez un immeuble qui est neuf lorsque vous achetez en TVA et donc qui vaut en principe un peu plus cher au niveau de sa valeur vénale, mais vous avez un vendeur qui a pu récupérer de la TVA sur une partie de ses propres coûts. Et donc c'est important de le savoir aussi dans le cadre d'une négociation commerciale, puisque lui, il va avoir des coûts de construction qui sont moins importants grâce au fait qu'il va revendre avec TVA. Autre chose qui est importante à savoir, l'immeuble neuf ne reste neuf que jusqu'à l'expiration de la 2e année qui suit sa première date d'occupation. Exemple, un promoteur construit un immeuble, il est neuf, et puis il se dit, bon, je ne sais pas trop si je vais le vendre ou le louer, et donc il commence à le louer. Il le loue, et puis tout à coup il se dit, bon en fait, moi, je n'ai pas envie de le garder dans mon patrimoine, je vais le revendre. Eh bien, s'il le revend après le 31 décembre de l'année qui suit la première date d'occupation de l'immeuble, l'immeuble est occupé au 1er janvier 2018, s'il le revend au 1er janvier 2020, dans ce cas-là, l'immeuble n'est plus neuf. Et donc, il ne peut plus appliquer de TVA sur la vente. D'accord ? Donc, l'immeuble était neuf, il l'a mis en location, l'immeuble est occupé, 2 ans passent, l'immeuble n'est plus neuf, il peut vous vendre un immeuble qui n'est plus neuf au sens de la TVA, mais qui a encore un aspect probablement très très neuf, puisqu'il n'a été construit que depuis 2 ans, il peut vous le vendre sans TVA. Même chose pour les cas dans lesquels l'application de la TVA n'est pas obligatoire. Quand est-ce qu'elle n'est pas obligatoire? Eh bien simplement, elle n'est pas obligatoire quand la personne qui a construit l'immeuble n'est pas un constructeur professionnel. Et que donc, c'est quelqu'un qui tout à coup fait un projet comme ça, alors qu'il n'a pas du tout l'habitude de faire de l'immobilier, eh bien il décide de construire un immeuble et de le revendre. Eh bien lui, comme il n'est pas constructeur professionnel, il n'est pas obligé d'appliquer de la TVA. Donc vous pourriez lui acheter un immeuble tout à fait neuf sans TVA. Mais il peut le faire, parce qu'alors ça lui permettrait de récupérer la TVA sur ses frais. Donc parfois il va le faire.
mais il ne peut, même chose, le faire que pendant ce délai de 2 ans. S'il décide de louer et de vendre 2 ans après, et bien dans ce cas-là, il ne pourra plus appliquer de TVA. Donc vous le voyez, dans la plupart des cas, non, c'est pas grave. Dans la plupart des cas, on va avoir des droits d'enregistrement sur la vente d'immeubles. Ce n'est que si vous vous dirigez vers une construction neuve, vous allez vers le projet Riva au Canal, vous allez à Uccle dans les nouveaux projets de construction. Si vous vous dirigez vers une construction neuve, et en particulier une construction neuve qui aurait été dirigée par un promoteur immobilier, donc vraiment les grosses constructions, beaucoup d'appartements à revendre, dans ce cas-là, si vous achetez neuf, probablement que vous devrez payer 21% de TVA à l'acquisition. En principe, vous payez 21% non seulement sur l'immeuble, mais également sur le terrain. Le principe en TVA, c'est que si vous achetez le terrain seul, là, c'est des droits d'enregistrement. Il n'y a jamais de TVA sur l'acquisition d'un terrain seul, sur lequel il n'est rien construit. Donc ça, c'est extrêmement important. On est toujours en droit d'enregistrement. Mais si vous achetez un bâtiment soumis à la TVA parce qu'il est neuf et vendu par un constructeur professionnel, en principe, le terrain doit également être vendu avec TVA. Vous verrez probablement dans la pratique que ça n'est pas toujours le cas. Il y a 2 raisons à cela. Soit le promoteur fait n'importe quoi, et ça arrive de temps en temps. Et dans ce cas-là, il faut être très attentif. Pourquoi? Parce que s'il applique des droits d'enregistrement sur la vente du terrain alors qu'il ne peut pas, qu'il devrait appliquer de la TVA, non seulement vous pourriez être tenu solidairement de payer la TVA due sur le terrain si les choses tournaient mal et que l'administration TVA venait mettre son nez dans cette vente, première chose. Mais en plus, vous allez me dire, à ce moment-là, ok, mais il faudrait récupérer les droits d'enregistrement. Mais en plus, vous allez probablement pouvoir récupérer les droits d'enregistrement, mais avec beaucoup de mal, parce que l'administration de l'enregistrement fait toutes les difficultés du monde à reverser les droits d'enregistrement dans le cas où il y a une erreur comme celle-là. On y arrive, généralement on y arrive, mais j'ai beaucoup de gens qui passent par un avocat ou qui doivent passer par le notaire pour obtenir ce type de restitution, et c'est des procédures qui sont parfois longues. Donc il vaut mieux double-checker au moment de l'acquisition d'un bien neuf, poser 2 fois la question au propriétaire, au vendeur, de pourquoi est-ce que le terrain n'est pas soumis, lui, à la TVA. Et donc, je vous disais qu'il y a 2 options, soit il fait n'importe quoi, soit il a une bonne raison, et cela arrive. Dans certains cas, le constructeur aura placé le terrain et l'immeuble dans 2 sociétés différentes. Il aura fait en sorte que le terrain soit dans une société, et que cette société a concédé à une autre société ou à une autre personne un droit de construire, qui donc elle va construire et va être propriétaire de l'immeuble. Et dans ce cas-là, le vendeur peut appliquer de droits d'enregistrement sur le terrain et de la TVA sur l'immeuble. Mais là aussi, il faut toujours double-checker. Pourquoi? Parce qu'il ne peut le faire que s'il fait toujours comme ça. C'est-à-dire que jamais il décide d'appliquer de la TVA sur le terrain. Et donc c'est très important de demander au vendeur, dans ce cas-là, de confirmer et de s'engager en disant « Moi, je peux appliquer des droits d'enregistrement sur la vente du terrain, je l'ai vérifié, je fais toujours comme ça dans la pratique, et commercialement, je m'engage à ce que s'il y a un problème en matière de TVA, ce soit moi qui paye le différentiel de TVA. » Ce qui vous permettrait, si pour une raison ou une autre ça tourne mal, que l'administration TVA dit voilà, l'acquéreur il est solidairement responsable, il est plus solvable que l'entrepreneur, je vais chez lui, au moins vous avez une manière de vous retourner contre un promoteur qui aurait vendu le terrain en droit d'enregistrement. J'insiste là-dessus parce que quand on a un particulier qui n'a pas l'habitude du secteur immobilier, on se dit c'est une opération intéressante, le vendeur il sait ce qu'il fait, il applique des droits d'enregistrement sur le terrain, évidemment entre 12,5% de droits d'enregistrement ou 21% de TVA, il y a une sérieuse différence de charge fiscale, mais parfois on ne se rend pas compte que le risque fiscal existe en cas de contrôle a posteriori et qu'il existe également sur la tête de l'acquéreur. Alors,
chose importante évidemment, si le bâtiment n'est pas neuf et que donc il est vendu avec droit d'enregistrement, bien entendu, le terrain sera vendu également avec droit d'enregistrement. La question du terrain ne se pose que si le bâtiment est vendu avec TVA. Alors, peut-être une petite précision lorsqu'on achète en loi Brenne, c'est-à-dire lorsqu'on achète sur plan. L'administration TVA considère que quand vous achetez sur plan, si vous achetez sur plan à un moment où il n'y a encore rien de construit, vous allez pouvoir payer des droits d'enregistrement sur le tout, donc sur toute l'acquisition. Alors que si vous achetez sur plan, pardon, excusez-moi, je recommence. Si vous achetez sur plan alors qu'il n'y a encore rien de construit, excusez-moi, vous allez pouvoir payer des droits d'enregistrement sur le terrain. Parce qu'elle estime que dans ce cas-là, vous achetez l'immeuble et vous achetez le terrain à des moments différents. Vous achetez sur plan alors qu'il n'y a encore rien de construit. En réalité, la première tranche de ce que vous allez payer va concerner le terrain. Alors que si vous achetez sur plan à un moment où il y a déjà quelque chose de construit, l'administration va considérer que la TVA s'applique sur le tout, également sur le terrain, donc toujours si c'est un constructeur professionnel qui vend, mais en loi Brenne, enfin, dans une acquisition sur plan, c'est toujours un constructeur professionnel. Et donc, si vous décidez d'acheter sur plan, le meilleur moyen pour faire une bonne opération au niveau fiscal et donc avoir des droits d'enregistrement sur le terrain et, et de la TVA sur l'immeuble, c'est d'acheter sur plan alors qu'il n'y a pas encore une seule brique qui est sortie du sol. Alors, peut-être simplement un petit point, puisque tant qu'on est dans la fiscalité immobilière indirecte, peut-être simplement un petit point. Vous avez votre logement d'habitation, vous avez votre maison, et vous décidez que vous voulez effectuer des travaux de rénovation dans votre maison. Les travaux d'un entrepreneur qui va venir pour rénover votre maison, rénover, agrandir, peut-être démolir et reconstruire votre maison ou votre appartement, d'ailleurs votre logement privé, quel taux de TVA est-ce que vous allez payer sur ces travaux? En principe, vous allez pouvoir bénéficier d'un taux de TVA réduit à 6% lorsque vous faites faire des travaux de rénovation dans votre logement privé. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même des conditions à respecter pour obtenir ce taux de 6%. Et si on ne les respecte pas, eh bien dans ce cas-là, le taux monte, grimpe à 21%. Ça fait évidemment une sérieuse différence sur la facture de travaux. Alors, les travaux qui peuvent bénéficier du taux de TVA à 6%, ce sont les travaux de transformation, rénovation, réparation et entretien. Ça exclut les travaux de nettoyage, ça exclut également tout ce qui est travaux au jardin et travaux de construction d'une piscine. Et on exclut également tout ce qu'on appelle les frais intellectuels, donc les frais d'architecte, de géomètre, d'avocat, les frais du conseiller que vous allez engager pour votre demande de permis d'urbanisme. Tout ça, ça va être du 21%. Il faut, deuxième condition, que les travaux soient affectés à votre logement privé, mais par contre, il ne faut pas nécessairement que le bâtiment soit un logement privé avant les travaux. Je m'explique. Vous achetez un vieux bâtiment industriel que vous rénovez complètement pour en faire un immeuble d'habitation, d'accord ? Et bien dans ce cas-là, les travaux de rénovation vont bénéficier du taux de 6%. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement que la destination du bien soit du logement. Donc le fait qu'il s'agisse d'un immeuble industriel à la base n'a pas d'importance par rapport au taux qui va s'appliquer. Il faut que l'immeuble soit un immeuble qui a été construit il y a plus de 10 ans. Alors, il faut que vous soyez le consommateur final, c'est-à-dire la personne soit qui va habiter dans l'immeuble, soit qui va mettre l'immeuble en location, soit qui va revendre l'immeuble. Et vous devez remettre une attestation à l'entrepreneur, mais ça, de toute manière, il vous la demandera. Attention que les travaux de rénovation, en principe, ça ne vise pas l'agrandissement de l'immeuble. Si vous décidez de faire agrandir l'immeuble, en principe, vous aurez le taux de 21% sur les travaux d'agrandissement. Et on considérera que tout l'agrandissement est neuf, dans le sens où vous allez payer 21% sur les travaux d'agrandissement, mais en plus, tous les travaux suivants que vous ferez dans la partie agrandie, pendant 10 ans, je vous rappelle le taux de 10 ans pour bénéficier du taux de 6%, pendant 10 ans ne bénéficieront pas de taux de TVA de 6%. On considérera que cet agrandissement est
neuf, nouvellement construit. Alors, petite exception, enfin grosse exception d'ailleurs, dans le cas où la superficie de la partie ancienne qui est conservée est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après travaux. Donc, c'est-à-dire que l'agrandissement, en fait, ne dépasse pas la moitié de l'habitation après travaux. Et bien, dans ce cas-là, vous pouvez quand même bénéficier du taux de 6% sur l'agrandissement. Petite précision quand même, cette histoire de moitié ne marche en principe que si l'agrandissement ne vise pas une entité indépendante. Donc par exemple, j'ai un terrain et j'ai une maison dessus, et puis je décide de construire, on va dire, j'ai un ado et il voudrait un petit logement séparé et j'ai vraiment de la place sur le terrain et je décide de faire construire un petit logement séparé qui répond tout à fait aux critères au niveau de la superficie, mais qui est indépendant. Il y a là-dedans un salon, une cuisine, une salle de bain, une entrée distincte, une chambre, et donc on a vraiment un logement distinct. Dans ce cas-là, le critère de l'agrandissement ne marche pas. On a une entité distincte et donc de toute manière on aura 21%, c'est une construction neuve. Par contre, l'administration fiscale accepte depuis peu, ça fait 1 an et demi qu'on a cette décision, si vous avez un immeuble à appartement, j'ai 5 étages, 2 appartements par étage, et je décide d'agrandir, d'ajouter 2 étages, je suis dans les critères de superficie, et bien l'administration, et si vous avez l'intention de faire ça, profitez-en, allez-y maintenant, parce que je ne pense pas que ça va durer très longtemps, c'est très très critiqué. L'administration fiscale a décidé que dans ce cas-là, les 2 étages supérieurs ne sont pas des unités distinctes, parce qu'on va avoir les communs, l'accès avec l'ascenseur pour tout le monde, et que donc, on va être dans le critère d'agrandissement si vous ne dépassez pas le critère de superficie. Alors, on a également un taux réduit pour les démolitions-reconstructions. Je vais avancer un petit peu plus vite parce que probablement que ça va être plus spécifique. Donc, quand on fait démolir et reconstruire un immeuble d'habitation, on va également avoir un taux réduit de TVA qui va pouvoir s'appliquer, mais seulement dans certaines villes et communes de Belgique. Il y a 32 villes et communes qui sont concernées. Alors à Bruxelles, il y a toute une série de communes qui sont concernées, Ixelles, Uccle, mais donc voilà, il faut un petit peu, quand on a l'intention de faire ce genre de travaux, un petit peu se renseigner. Les conditions sont plus ou moins les mêmes qu'au niveau de la rénovation, en tout cas par rapport à la nature des travaux. Et donc là, il faut qu'on ait la même personne qui démolisse et qui reconstruise. Et dans ce cas-là, on va pouvoir bénéficier du taux de 6% sur l'ensemble. Attention qu'ici, on peut démolir tout petit et reconstruire très grand. Ça n'a pas beaucoup d'importance. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que le bâtiment qu'on démolisse soit tout à fait insignifiant. J'ai eu le cas d'une personne qui avait acheté un terrain sur lequel il y avait des parkings, mais alors c'est vrai, c'était vraiment des parkings, d'abord c'était des constructions tout à fait bancales, et puis il y avait 3 petits parkings au milieu d'un énorme terrain, qui a voulu faire construire une énorme villa, et les discussions avec l'administration ne se sont pas tout à fait terminées comme on voulait, parce qu'effectivement on a démoli quelque chose de tout à fait insignifiant par rapport à la reconstruction. Voilà, je vais avancer un petit peu plus vite sur ceci. Alors, votre statut de fonctionnaire européen, quel impact sur la fiscalité à l'acquisition? Donc on sait que les fonctionnaires européens bénéficient de ce qu'on appelle l'exception de domicile fiscal, c'est-à-dire qu'on considère pour toute une série d'impôts, impôts sur les revenus, sur la fortune, droit de succession, et dans le cadre des conventions préventives de la double imposition, on considère que le fonctionnaire européen a gardé son domicile fiscal dans le pays depuis lequel il a été, où il était résident fiscal, pardon, au moment de son engagement pour les communautés. Donc, vous étiez résident fiscal belge au moment de votre engagement pour les communautés, vous êtes résident fiscal belge, ça n'a pas d'impact. Par contre, vous étiez résident fiscal italien, portugais, français, allemand, luxembourgeois, tous les pays de l'Europe, au moment de votre engagement pour les communautés. Dans ce cas-là, eh bien, vous êtes résident fiscal de votre pays d'origine, alors que, en tant que résident de la Belgique, personne qui vit toute l'année en Belgique et qui a probablement son centre d'intérêt personnel et économique en Belgique, vous devriez en principe être résident fiscal belge. Eh bien non, il y a une exception
donc on considère fictivement que vous êtes resté résident fiscal de votre pays d'origine. Eh bien, dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, ça n'a aucun impact, dans le sens où la question de la résidence fiscale n'impacte pas le fait de devoir payer de la TVA ou des droits d'enregistrement en Belgique lors de l'acquisition d'un bien immobilier. Un résident fiscal européen, un résident fiscal non européen achète un bien immeuble en Belgique, qu'il soit ou non fonctionnaire européen, il va devoir payer soit des droits d'enregistrement, soit de la TVA au moment de son acquisition. Ça n'a pas d'impact à ce niveau-là. Pourquoi? D'abord, la TVA et les droits d'enregistrement ne sont pas des impôts sur les revenus, ne sont pas des droits de succession. Et donc, effectivement, ils ne sont pas visés par la question du domicile fiscal, de la résidence fiscale. Ils ne sont pas visés non plus par des conventions préventives de la double imposition. Et donc, on n'a pas d'exception de domicile fiscal. À noter que la Belgique a quand même une convention préventive de la double imposition en matière de succession et de donation avec deux pays de l'Union européenne qui sont la France et la Norvège. Mais ici, au niveau de l'acquisition d'un bien immeuble, ces conventions ne vont pas s'appliquer. La question de la taxation des revenus liés à la détention de l'immeuble. Donc vous achetez l'immeuble, eh bien on va considérer que vous habitiez l'immeuble ou que vous le mettiez en location, ou d'ailleurs que vous ne l'habitiez pas et ne le mettez pas en location, on va considérer que l'immeuble d'une manière ou d'une autre produit un revenu immobilier. Là, l'exception de domicile fiscal s'applique. Vous allez être considéré comme un non-résident fiscal belge. Et donc ce revenu immobilier va être taxé comme le revenu d'un non-résident fiscal. Il va être taxé à ce qu'on appelle l'impôt des non-résidents. Ce n'est pas comme votre salaire des communautés qui, lui, non seulement bénéficie de l'exception de domicile fiscal, mais en plus bénéficie d'une autre exception qui est le fait que seules les communautés peuvent taxer le salaire des fonctionnaires européens. Non, c'est une autre règle qui dit que vous êtes non-résident fiscal belge et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller voir dans la convention préventive de double imposition qui s'applique entre la Belgique et votre pays d'origine dont vous êtes résident fiscal, qui, de votre état de résidence fiscale ou de la Belgique, a le pouvoir d'imposer les revenus immobiliers. Dans la plupart des conventions, c'est le pays où se trouve l'immeuble qui a le pouvoir d'imposer les revenus immobiliers, avec souvent une possibilité pour le pays où se trouve la résidence fiscale d'appliquer également une petite imposition en fonction des pays, ou en tout cas de tenir compte de la valeur des revenus immobiliers pour déterminer le taux d'impôt dans le pays de résidence fiscale. Mais en tout cas, dans la plupart des conventions préventives, la Belgique a un pouvoir d'imposition sur les revenus immobiliers. Et donc, on aura une imposition à l'impôt des non-résidents. Et je vous ai ici mis un résumé de la manière dont vous allez être imposé. Vous avez un immeuble, vous l'achetez en Belgique, il est occupé à titre de logement, vous habitez dedans, vous serez imposé sur base du revenu cadastral indexé au précompte immobilier. Donc il ne s'agira pas d'un impôt dans la déclaration à l'impôt des non-résidents, ce ne sera pas un impôt progressif par tranche, ce sera un impôt au précompte immobilier, base d'imposition, le revenu cadastral indexé. Il n'est pas donné en location, ou il est donné en location, donc vous ne l'habitez pas, il n'est pas donné en location, ou bien il est donné en location à une personne physique qui ne l'affecte pas à son activité professionnelle, donc en gros qui habite dedans ou qui l'affecte à son logement. Dans ce cas-là, vous serez imposé sur le revenu cadastral indexé majoré de 40%. Vous serez imposé au précompte immobilier. Je vais tout de suite vous donner les taux d'imposition au précompte immobilier. Mais en plus de ça, vous devrez déclarer l'immeuble dans une déclaration à l'impôt des non-résidents. Cette déclaration de l'immeuble à l'impôt des non-résidents, l'immeuble ne sera pas, le revenu cadastral indexé et majoré à 80% ne sera pas directement taxé, mais par contre, influencera le taux d'imposition qui s'appliquerait à vos autres revenus taxables à l'impôt des non-résidents, s'il y en avait. Évidemment, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais s'il y avait d'autres revenus taxables à l'impôt des non-résidents au taux progressif par tranche, ce revenu cadastral indexé et majoré de 40% viendrait augmenter les tranches d'imposition applicables. Et enfin, si vous donnez l'immeuble en location à quelqu'un qui l'affecte à son activité professionnelle, personne physique ou société, là vous serez taxé sur le montant réel des loyers
perçus et des avantages locatifs perçus, avec une déduction possible de 40% pour frais d'entretien. De nouveau, précompte immobilier et déclaration à l'impôt des noms. Oui. Pour ceux qui sont de nationalité belge. Les résidents fiscaux belges, c'est exactement la même chose. Donc il faut aussi faire une déclaration IRP? Oui. Non, alors c'est une déclaration à l'impôt des personnes physiques. Oui, c'est ça, normal. À l'impôt des personnes physiques, tout à fait. Donc effectivement, pour les personnes qui sont résidentes fiscales belges, à chaque fois que je mets INR, on sera plutôt à l'IPP. On n'est pas non-résident, on est à l'IPP. Les taux du précompte immobilier, 1,25% en Wallonie, 2,50% à Bruxelles et en Flandre jusqu'en 2017. On est passé à 3,97% en Flandre à partir de 2018, mais par contre, ils ont supprimé les additionnels pour la province. À Bruxelles, on a des abattements possibles. Alors, je n'ai pas vérifié les abattements en Wallonie et en Flandre, mais si ça vous intéresse, je pourrais regarder. Donc, à Bruxelles, on a un abattement de 10%. Je suis désolée. Oui. Le pourcentage, c'est sur le revenu cadastral. Oui, tout à fait. Donc, on a un... Oui. D'accord, je ferai la question. Donc, on a un abattement de 10% à partir de 2 enfants dans le ménage au 1er janvier de l'année d'imposition. J'ai un enfant en 2017 et puis j'ai un deuxième qui arrive le 30 janvier 2018. En 2018, je n'ai pas encore les 10%. À partir de 2019, j'aurai les 10% d'abattement. On a également 20% par personne handicapée à charge au 1er janvier. Alors, je vais avancer un petit peu parce que je vois que le temps avance. J'attire votre attention, mais je ne vais pas entrer dans les détails, sur le fait que si vous décidez tout à coup d'acheter tout plein d'immeubles en Belgique et de les mettre en location, parce qu'effectivement ça fait un revenu complémentaire et que le marché immobilier se porte bien en Belgique, il faut faire attention au fait que l'administration est assez sensible lorsque l'on fait de la location immobilière une activité que l'on professionnalise. Donc on en a beaucoup, on fait appel à une société de gestion, on a un programme spécial pour gérer les paiements des loyers. L'administration tente de plus en plus de requalifier les revenus immobiliers en revenus professionnels. Évidemment, ce n'est pas du tout le même taux d'imposition qui va s'appliquer. Là, on est d'office les revenus réels imposés à l'impôt progressif par tranche, donc avec un maximum de 50% applicable, de 25 à 50% d'impôt applicable. Donc il faut faire très attention, même à l'INR, donc même si vous êtes non résident fiscal, le fait que vous soyez en Belgique, que vous ayez une activité qui pourrait être considérée comme une activité indépendante de location immobilière en Belgique, évidemment il faudra aller regarder ce que disent les conventions préventives entre la Belgique et votre pays de résidence fiscale, mais dans beaucoup de conventions préventives, la Belgique pourrait avoir un pouvoir d'imposition sur des revenus qu'elle considérerait comme des revenus professionnels tirés de la mise en location d'immeubles. Donc j'attire l'attention sur le fait que quand on commence à avoir une activité récurrente et importante, il faut se poser la question. La cession d'immeuble, donc on a fait l'acquisition, on a fait la détention, je décide de revendre l'immeuble. Est-ce que je vais être taxé sur la plus-value qui va être générée? En principe, les plus-values immobilières sont exonérées en Belgique. Il y a des exceptions. Il y a en fait 4 grandes exceptions. La première, c'est la question des revenus professionnels et c'est la même chose que pour la location. Vous avez une activité récurrente, vous faites appel à l'emprunt, vous faites appel à des professionnels pour gérer votre activité immobilière. Le risque existe d'une requalification des plus-values en revenus professionnels et donc d'une taxation à l'impôt progressif par tranche. Ça, c'était pour les revenus professionnels. Pour deuxième exception, ce qu'on va appeler la gestion anormale de patrimoine privé. Je vais y revenir. Et troisième exception, c'est ce qu'on appelle la revente à bref délai. Vous achetez un immeuble que vous n'affectez pas à votre logement et vous décidez de le revendre dans les 5 ou 8 ans. Dans ce cas-là, on a une taxation possible en revenus divers. Donc, vous achetez un immeuble bâti, un bâtiment que vous n'affectez pas à votre logement et vous le revendez dans les 5 ans de son acquisition, il y a une taxation qui va s'appliquer à 16,5% de la plus-value. D'accord ? Si vous achetez un immeuble non bâti, donc un terrain, et que vous le revendez dans les 8 ans de son acquisition, même chose, vous allez avoir une taxation à 16,5% de la plus-value.
Alors, il y a des spécificités si vous avez reçu l'immeuble par donation entre vifs. Donc, dans ce cas-là, le délai d'aliénation change un peu. Donc, il faut l'aliéner dans les 3 ans de la donation et dans les 5 ans de l'acquisition par la personne qui vous l'a donné, ou dans les 8 ans si c'est un immeuble non bâti. Et alors là, vous êtes dans les conditions pour avoir une imposition de la plus-value. Si vous achetez un immeuble non bâti que vous construisez dessus, donc vous achetez un terrain, vous construisez dessus et vous revendez, dans ce cas-là, si vous revendez, si la construction a débuté dans les 5 ans dans lesquels vous avez acquis l'immeuble et que vous revendez dans les 5 ans de la première occupation de l'immeuble, eh bien vous avez également une taxation de la plus-value pour revente à bref délai. Alors, quand je dis revente, c'est vraiment une revente, mais ça peut également être un apport en société. Donc, si vous apportez en société dans ce délai-là, vous allez également avoir la taxation de la plus-value. Ça s'applique également pour les opérations effectuées juste avec un usufruit ou avec une nue propriété, mais par contre, ça ne va pas s'appliquer pour les opérations effectuées en amphithéose ou en usufruit, donc, ou en superficie. Donc, usufruit nue propriété, vous voyez bien ce que c'est vraiment le démembrement classique de propriété. Amphithéose et superficie, c'est généralement des démembrements qu'on utilise pour pouvoir construire. Ça ne s'applique qu'aux immeubles situés en Belgique, évidemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous les avez de toute manière dans les slides. Donc le taux, pour les immeubles bâtis, on est à 16,5%. Pour les immeubles non bâtis, on va être à 16,5% s'il est vendu entre 5 et 8 ans après l'acquisition. Par contre, on va être à 33% de taxation si vous achetez un terrain et que vous le revendez dans les 5 ans de l'acquisition. Dernière exception à l'exonération des plus-values, c'est ce qu'on va appeler la spéculation ou les opérations sortant de la gestion normale de patrimoine privé. Il n'y a pas de définition de ces notions dans le Code des impôts sur les revenus, mais par contre, on a énormément de décisions administratives et de jurisprudence. Généralement, à quoi l'administration fiscale va être attentive? Elle va regarder, pour déterminer si on est dans le cadre de la spéculation ou dans le cadre qui sort de ce qu'elle va appeler la gestion normale d'un patrimoine privé. Elle va regarder si vous avez pris des risques dans le cadre de l'investissement que vous avez fait. Et elle va regarder si vous avez spéculé. Donc si vous aviez des informations qui vous ont permis de faire rapidement une belle plus-value. Qu'est-ce qu'elle va prendre en compte? Le recours à l'emprunt, donc le fait d'avoir acquis un bien pour le revendre en recourant à un emprunt. Le fait que vous allez acheter et revendre de manière très rapide, donc vous n'avez pas l'intention d'incorporer le bien de manière durable dans votre patrimoine. Le fait que vous fassiez ça souvent, vous achetez, vous revendez, vous achetez, vous revendez. Notez que ça, c'est un élément qu'elle va également prendre en compte pour déterminer si ce ne sont pas des revenus professionnels. Le fait que vous mettiez une structure ingénieuse en place, vous vous associez avec des gens, vous faites ça en copropriété, chacun va prendre une partie du risque. L'importance de la plus-value, donc le fait que vous fassiez à très bref délai tout à coup une très très grande plus-value. Alors, le fait que vous soyez un professionnel de l'immobilier, que vous ayez des connaissances particulières dans le secteur de l'immobilier, et le mode d'entrée du bien dans le patrimoine, donc là c'est à contrario, un bien que vous avez acquis par héritage, par exemple, ou par donation, elle va considérer que la revente, en principe, n'est pas un acte spéculatif ou un acte de gestion anormale du patrimoine privé, puisque vous l'avez acquis quelque part sans volonté directe. Voilà, donc je parle également de le risque de requalification en revenu professionnel. J'ai un peu accéléré à la fin parce que je voulais vous laisser le temps aussi de poser des questions. Merci beaucoup, Maître, pour cet très bel exposé, très complet. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Et je passe la parole à Pino. Vous avez des questions? Non, c'est simplement pour dire que j'ai su négocier avec les travaux d'à côté. Donc, à moins le quart, ils vont recommencer à faire les trous parce qu'ils doivent faire 10 trous et ils n'en ont fait qu'un. Voilà. Donc, pour la petite histoire, les trous sont en 21%. Madame, vous avez une question? Je crois qu'il y a des micros.
Je peux crier. Non, il faut appuyer sur le... Voilà. Ah, ok, merci. Merci pour les explications. Pas de souci. Donc j'ai une question un peu spécifique qui est liée à la dernière partie. C'est un appartement qui appartient 20% au père, 80% au fils, on va dire. Et le père voudrait donner le 20% de sa partie à son fils. Donc ça peut être donation entre vifs ou peu importe. Donc ma question c'est, quelle est la meilleure manière de le faire sans trop de frais entre familles parce que, les 20-80, ils viennent d'où? Ils ont acheté ensemble? Oui, tout à fait. Ben, le meilleur moyen, ce serait que le fils achète à son père les 20%, parce qu'alors on va avoir un droit de 1% sur l'acquisition, parce que quand on est copropriétaire, on va avoir un droit de 1%, mais sur la totalité. Donc quand on est copropriétaire, on peut bénéficier du taux de 1%, du taux de droit d'enregistrement de 1%, ce qu'on appelle le taux de partage. Donc quand un copropriétaire achète une des parts d'un autre copropriétaire, ça ne marche pas avec la donation, ça ne marche qu'avec l'achat. Donc quand on est copropriétaire, on achète à 1% de droits d'enregistrement les parts de ses autres copropriétaires. Il y a certains cas dans lesquels ça ne s'applique pas, mais donc si on a dès le départ acheté un immeuble ensemble, ça va s'appliquer, mais il faut pour cela acheter les 20%, et le taux de 1% ne s'appliquera pas sur les 20%, il s'appliquera sur les 100%. Donc si l'immeuble vaut 100, on aura 1% de droit sur 100, même si on n'achète que 20, mais on n'aura que 1% de droit. Ça, évidemment, c'est le meilleur moyen, mais il faut que le fils ait les liquidités pour acheter, parce qu'il faut réellement acheter, sinon on va venir requalifier l'opération et dire qu'en fait, ce n'était pas un achat, c'était une donation. Donc il faut réellement un achat, il faut que le fils paye son acquisition et idéalement que le père ne lui rembourse pas dans les 15 jours le montant payé. Il faut un réel achat. Si vous faites une donation, là on va être dans le taux progressif des droits de donation en matière immobilière à Bruxelles. Il faudrait que je revérifie, il me semble qu'il vient de diminuer, donc en fonction des valeurs, on pourrait rester dans des tranches assez intéressantes de droits de donation. Il faut vérifier les tranches. Et voilà, alors le père pourrait également donner la nue propriété et garder l'usufruit des 20%, mais ça ne changerait pas grand-chose dans le sens où il est prévu dans ce cas-là que le droit de donation s'applique sur la pleine propriété. Mais s'il a envie de garder le contrôle ou même les revenus de 20% de l'immeuble, de pouvoir occuper 20% de l'immeuble, de pouvoir louer 20% de l'immeuble, dans ce cas-là, il peut donner juste la nue propriété. Mais fiscalement, ça n'a aucun intérêt. En fait, il ne veut pas des liens, il ne veut plus de liens. Il ne veut plus de liens. Ouais, voilà. Je pense que c'est le premier cas, vendre ou vendre. Oui, vendre ou donner. Ouais. Ok, merci. Encore une question, monsieur, oui, et après on va passer. Oui, merci. Je voulais poser une question de compréhension. Si je me rappelle bien de votre tableau, dans le cas où un non-domicilié fiscalement en Belgique achète un appartement et il le met en location, il doit le déclarer à l'INR. Si. Et à ce moment-là, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il n'est pas taxé sur ses revenus fictifs, mais ses revenus est tenu compte pour évaluer les taux de taxation. Dans ce cas-là, il faut le déclarer. Et j'insiste quand je viens vous voir, oui. Parce que... Voilà. Je peux terminer? Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Or, ça ne correspond pas à la réalité. Je ne suis pas fiscalement domicilié en Belgique. Je suis propriétaire d'un appartement que je mets en location. Je l'ai déclaré à l'INR. Et non seulement il taxe le revenu fictif au taux de 30%, je crois, mais aussi ils ne reconnaissent pas la partie non imposable qu'ils reconnaissent aux résidents fiscalement en Belgique. Alors, donc effectivement, à l'INR, il n'y a pas l'exemption sur la première tranche d'imposition. Donc vous avez raison. Par contre, vous avez d'autres revenus taxables en Belgique? Aucun. Je suis étonnée. Je veux bien regarder. Je suis étonnée. Donc, en principe, la déclaration ne vise qu'à déterminer le taux de taxation de vos autres revenus. Et vous le mettez en location à des personnes qui ne l'affectent pas à leur activité professionnelle. Oui, absolument. Je
je peux vérifier, mais a priori, ce n'est pas la règle. Merci. D'autres questions? Peut-être au fond? Marguerite, monsieur au fond. On est deux différents. Moi, j'ai une question sur les droits d'enregistrement et l'abattement. Oui. Vous avez expliqué qu'il ne faut pas être propriétaire, exception si on est propriétaire, mais c'est par un legs, par héritage. Est-ce que par donation, ça pourrait être aussi une exception? Non. Ça, c'est exclu. Non, je pense que ce sont juste les successions qui rentrent dans l'exception. Et il y a la possibilité d'avoir, selon des membrés, je ne me rappelle pas si c'était propriété des membrés ou des droits des membrés, si on est deux acheteurs, qu'il y en a un des deux qui est propriétaire à 5% d'un bien. Est-ce que l'autre peut avoir l'abattement tout seul? Voilà, oui. C'est parti. Je pense qu'il y a une possibilité pour l'autre acquéreur. Je ne crois pas que les deux doivent répondre aux conditions. Donc je pense qu'effectivement, il y a une possibilité pour l'autre acquéreur d'avoir l'abattement, mais donc seulement sur sa partie des droits d'enregistrement. Donc si vous achetez ensemble un bien qui vaut 400 000 €, on va considérer que l'abattement, on va couper en deux le montant de l'abattement. Mais je devrais vérifier, mais je pense effectivement qu'il y a moyen d'avoir une diminution, un abattement. Merci. Merci, monsieur. À côté, vous avez une question. Allez-y. Une question sur les plus-values. Hein. Si on fait une plus-value dans les cas de la gestion normale du patrimoine, la maison dans laquelle on a habité depuis de nombreuses années, est-ce que cette plus-value elle est soumise à des taxes dans le pays d'origine où on est fiscalement taxable? Ah, ça, c'est une question que vous devez voir avec un conseiller fiscal de votre pays d'origine. Malheureusement, je ne connais pas la fiscalité de tous les pays européens. Mais donc, c'est possible. Potentiellement, il est possible que votre pays d'origine applique une fiscalité, même limitée, sur la plus-value immobilière que vous feriez en Belgique, sur une maison d'habitation en Belgique. Pourquoi? Parce que beaucoup de conventions préventives de double imposition laissent quand même une petite marge au pays d'origine, en tout cas de valoriser les revenus immobiliers pour la progressivité de l'impôt dans le pays d'origine. Mais ça, vous devez vérifier dans votre pays d'origine. Voilà, je vous propose de prendre encore une ou deux questions. Delmire, oui. Oui. Excusez-moi aussi sur la plus-value. Donc là, vous avez parlé de 5 ans, 8 ans. Comment c'est compté exactement? C'est donc entre la date d'acquisition et la date de revente. Oui, mais si c'est acheté sur plan. Alors, si c'est acheté sur plan, donc... Hop. C'est de la première occupation. Non. Je guesse. Donc, si c'est acheté sur plan, donc un bâtiment érigé, alors oui, donc là il ne sera pas érigé par le cédant, mais acheté sur plan, on va être sur le même. Donc, on va avoir un terrain non bâti, acquis à titre onéreux. À mon avis, on va être dans les mêmes règles. La construction a débuté dans les 5 ans de l'acquisition, et vous allez avoir une revente. C'est une bonne question. À mon avis, on va être dans les mêmes règles. J'ai jamais eu la question. Donc 5 ans. À mon avis, on va être dans les 5 ans. Donc il faut une construction qui a débuté dans les 5 ans d'acquisition, mais donc ça vous l'aurez de toute manière si vous achetez sur plan, et puis une aliénation effectivement dans les 5 ans de la première occupation. À mon avis, on va être dans les mêmes règles, mais oui, vous n'étiez pas loin. Je ne sais pas vous répondre à 100%, je n'ai jamais eu le cas de l'acquisition sur plan, enfin de la revente à bref délai après une acquisition sur plan. Mais à mon avis, on va être dans ces règles-là. Merci. Une dernière question peut-être? Merci. Donc c'est une autre question concernant l'abattement sur le droit d'enregistrement. Vous avez bien expliqué qu'il faut avoir la résidence principale dans cet immeuble pendant 5 ans. Ça veut dire quoi exactement la résidence principale? Parce que nous sommes fonctionnaires européens. Parfois, souvent, on a 2 résidences, un pays d'origine et ici, même si on habite effectivement ici. Et après, est-ce qu'on peut avoir la résidence principale en Belgique et en même temps pas être résidence fiscale? Oui, tout à fait. En fait, c'est le lieu de votre domicile en Belgique. C'est l'endroit où vous êtes inscrit au registre de la population en Belgique. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est l'endroit où vous êtes domicilié pour la Belgique, l'endroit où la Belgique vous voit domicilié. En tout cas, il y a une présomption, lorsque vous vous domiciliez à un endroit, il y a une présomption
que la condition de résidence est remplie. Oui. Allez, une toute dernière question, je vous en prie madame, allez-y. Bonjour et merci beaucoup pour les explications. Juste une question concernant, vous avez dit quand on achète sur plan, on a à peu près 3 ans, si je me rappelle bien, pour entrer dans les lieux. Dans quelle région? À Bruxelles. Oui. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des retards dans les travaux et que c'est bien évidemment pas de notre faute? Ce qui arrive apparemment souvent. Mais ça va être toute la question de la force majeure. Donc ça va être au cas par cas. Les conditions, le fait qu'on ne remplisse pas les conditions, soit pour conserver le bénéfice de bel abattement, soit pour l'obtenir, enfin, pour qu'on ne les remplisse pas. La seule raison pour laquelle l'administration fiscale peut maintenir l'abattement, c'est si elle considère qu'il y a effectivement un cas de force majeure. Et donc ça va être du cas par cas, ça va être toute la question de la force majeure, la discussion qu'on peut avoir à ce niveau-là avec l'administration fiscale. Donc, non, mais en fait, c'est 5 ans. Mais ça peut arriver aussi. Ça peut tout à fait arriver. Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette conférence. Je tiens à remercier Maître Yael Spiegel pour toutes ces explications qui étaient vraiment intéressantes. Bien, j'espère pour vous retrouver très bientôt pour une nouvelle conférence. Je vous rappelle que le PowerPoint sera vraisemblablement mis sur le site RD Conseil et diffusé aux autres RD, commissions et autres. Merci beaucoup. Au revoir.